Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science, la chaîne YouTube qui vous parle de la santé mentale dans les communautés africaines. Aujourd'hui, nous allons parler de harcèlement psychologique au travail et des conséquences sur la santé mentale, sur la carrière et même sur la famille. Pour ce faire, mon invité aujourd'hui s'appelle Sylvestre Assa, qui est un collègue, et je vais lui passer la parole pour qu'il puisse se présenter. Donc, Sylvestre, c'est à toi. Bonjour Yann Vivette, merci de l'invitation. On n'a pas toujours l'occasion de parler auprès de nos communautés afrodescendantes des problèmes de santé mentale lorsqu'on sait que c'est un sujet qui est tabou et qu'on n'en parle pas beaucoup. En 2019, plus précisément en octobre 2019, j'ai créé avec un groupe d'amis un organisme appelé SOS Harcèlement et Discrimination au milieu professionnel au Québec, un organisme qui vise à aider les personnes victimes de harcèlement et ou de discrimination en milieu de travail à aller chercher de l'aide, vu que c'est un problème dont beaucoup de gens sont victimes, mais on n'en parle pas. Donc voilà globalement, si je pourrais me limiter à ce stade de ma présentation. OK. Merci Sylvestre. Déjà pour commencer, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser au harcèlement au travail au point de créer une association pour en parler. Merci. En fait, la plupart du temps, lorsque vous voyez des personnes qui se sont impliquées au niveau communautaire, qui ont créé des organismes, ça part toujours d'une expérience personnelle. Et c'est vrai que c'est un problème qui existe, mais au point de s'en occuper, de créer un organisme pour en parler, ça part d'une expérience personnelle que j'ai vécue. En tant que psychologue qui travaille dans un milieu exclusivement, si je pourrais dire, québécois, où je me suis retrouvé victime de plusieurs situations très embarrassantes. Donc, c'est cela, je pourrais m'étaler longuement sur cette expérience-là, mais je vais le résumer quelque peu. Mhm. En fait, j'ai travaillé dans un milieu où j'étais la seule personne afrodescendante et dans un CLSC dans la région de la Naudière. Donc, et au départ, ça s'est très bien passé vu que la personne qui m'avait donné la chance de rejoindre cette équipe voulait utiliser mon expertise, mon expérience et mes origines aussi pour répondre aux besoins d'une communauté afrodescendante qui devenait de plus en plus nombreuse dans la région où j'habite toujours aujourd'hui. Donc, sur cette base-là, on m'a fait confiance, on m'a donné un poste en CLSC où j'ai travaillé. Mais avec le temps, je regardais, je remarquais qu'il y avait beaucoup de préjugés en lien avec mes origines, là où je fais mes études, euh, ma façon de pratiquer. Bon, en réunion d'équipe, par exemple, tout ce que vous faites n'est jamais assez bien. En doute de vos compétences, on va vous poser des questions parfois très embarrassantes en réunion d'équipe lorsqu'on fait des présentations de cas. Et des gens qui posent des questions sur le cas que vous venez présenter, non pas pour s'enquérir de ce que vous venez chercher comme aide, mais simplement pour voir si vous êtes à la maîtrise, si vous maîtrisez ce que vous dites, et c'est parfois très embarrassant. Par exemple, je veux faire une question très simple. Vous présentez un cas d'un patient en réunion d'équipe, ou vous présentez un cas pour demander l'aide des collègues, et puis un collègue ne se gêne pas littéralement de vous demander, par exemple, c'est quoi les symptômes d'une psychose, comme si on doutait de ce que vous ne savez pas ce que vous faites. Et puis bon, au départ, ça me titillait, ça me dérangeait, mais je me suis dit, écoutez, le travail de psychologue, c'est un travail très individuel. En réalité, c'est le client ou la cliente ou le patient ou la patiente, comme on appelle en Amérique du Nord, qui est garant de vos compétences. Si le patient ou la patiente n'est pas en accord avec vos compétences, si elle doute de vos interventions, si vos interventions ne lui apportent pas le soutien, l'aide qu'elle est venue chercher, le patient peut soit demander un changement de psychologue, soit faire une plainte à l'institution où vous travaillez. Et s'il y a une faute professionnelle grave, le patient a même le droit de demander une enquête à votre ordre professionnel. Bon, généralement, ça se passait très bien avec la clientèle, mais c'est plutôt mes collègues de travail qui n'étaient pas très satisfaits ou très contents de me voir auprès d'eux.
au point où ça a commencé à déranger. Je me rendais compte que ma supérieure allait vérifier mes notes évolutives, me convoquait 1 à 2 fois par semaine dans son bureau pour répondre à des questions. Bon, jusqu'à là, bon, j'ai essayé d'être résilient. Je regardais ça avec beaucoup de recul et en me disant, écoute, c'est son droit, elle peut faire ce qu'elle veut, mais tant que ça ne vient pas affecter ma santé mentale et affecter le rendement au travail, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais plus je laissais faire, plus les gens poussaient le bouchon plus loin, au point où un jour, j'ai été suspendu sans solde pour besoin d'enquête. Et j'ai compris que bon, c'était un message clair qu'on ne voulait pas de moi dans cette équipe. Et puis, bon, un matin, l'enquête qui devait durer 1 semaine, a duré d'abord 2 semaines, ensuite 4 semaines, ensuite 5 semaines, 6 semaines, ensuite 2 mois. Et puis, j'ai compris qu'entre-temps, je n'avais pas de revenus. Il fallait que je paye mon hypothèque, que je fasse vivre ma famille. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'était pas normal. Mais à un moment donné, j'ai offert ma démission. Ils m'ont poussé à la démission. Ce que j'ai fini par faire, j'ai remis ma démission et je suis parti. Mais quand je prenais du recul, je me suis rendu compte que mais c'est pas normal. On ne peut pas, on vit quand même dans une société où on a des droits, où on a des lois qui encadrent les travailleurs. On ne peut pas pousser un travail à la démission. Et je me suis rendu compte que c'est un phénomène que les juristes appellent un congédiement déguisé. Et puis, c'est là où j'ai pris sur moi la responsabilité d'aller faire une plainte. Et par la suite, ma plainte n'a pas été retenue à cause d'un délai de prescription. Comme vous le savez, généralement, dans toutes les juridictions, lorsque vous êtes victime d'un phénomène, il y a toujours un délai où vous avez pour faire votre plainte. Donc, ma plainte n'a pas été retenue à cause d'un délai de prescription parce que j'avais débordé le délai qui était légalement autorisé pour faire une plainte. Et par la suite, j'ai juste abandonné. D'où l'idée, je chute finalement Mhm. de créer cet organisme qui a pour but d'apporter de l'aide. Parce que moi, diplômé universitaire, avec tout ce que j'ai fait comme background, si j'ai été coincé au point de ne pas savoir qu'il fallait en parler, je m'imaginais des centaines de milliers de travailleurs de toute origine confondue, toute tendance confondue, qui travaillent peut-être au bas de l'échelle, qui n'ont pas tout le bagage intellectuel que moi je pouvais parler, que j'ai eu la chance d'avoir. J'ai réalisé que c'était extrêmement urgent de créer un organisme pour pallier à ce manque-là, et d'autant plus que les organismes gouvernementaux qui répondent à ce genre de questions n'ont pas toujours le temps d'aller aborder des gens. Ils sont là pour donner des services, mais si vous ne demandez pas à recevoir des services, ils ne viendront pas vers vous pour vous demander d'aller faire vos démarches. Donc, d'où je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin social de pallier à ce manque-là. Voilà, si je dois, j'étais un peu long, mais je pense C'est avoir correct. répondu à la question que vous m'avez posée. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça me rappelle aussi une expérience que j'ai vécue. Comme tu dis, tu es dans le domaine, mais tu te fais harceler. Je me rappelle, on m'avait référé pour un emploi. Je suis arrivée à l'entretien, c'était pendant le Covid, et c'était sur Zoom. Et alors, quand les personnes qui recrutaient se sont connectées, quand elles m'ont vue, elles ont fait comme si je n'étais pas là. Je n'oublierai jamais ça. Elles ont fait comme s'il n'y avait personne. Elles ont parlé entre elles jusqu'à ce que la responsable rentre dans le Zoom et dise, mais vous n'avez pas vu que la candidate était là? Elles ont dit, oh oui, 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 on a vu. Et là, elles ont commencé à me poser des questions sur où j'ai fait mes études, c'est quoi les cours que j'ai suivis, qu'est-ce que c'est que la psychologie, quels sont les symptômes d'une dépression. Donc, un peu comme si je ne savais pas. On voulait me tester pour voir vraiment où j'avais fait mes études, si mon diplôme était valable. Donc, je comprends que c'est très frustrant. Là, je n'étais même pas encore recrutée là-bas, mais j'ai renoncé. J'ai dit non, merci. C'est Hmm. vraiment difficile comme expérience, en effet. Exactement. Lorsque vous sortez d'une expérience, c'est très marquant et ça peut, au-delà même, affecter votre estime de soi, affecter votre Oui, capacité à vous affirmer et aller donner le service parce qu'on vous laisse croire, peut-être en raison de votre couleur de peau ou en raison de là où vous avez fait vos études ou en raison du milieu où vous travaillez, on vous laisse croire que vous n'êtes pas compétent, non pas parce que vous ne l'êtes pas, mais simplement, ils ont
conçu des préjugés dès le départ qui vous stigmatisent et vous met dans une catégorie pour laquelle vous n'êtes pas dédié. Exactement. Parce que moi, j'avais compris tout de suite que c'est parce que j'étais afrodescendante qu'on doutait de mes capacités. Ils avaient mon CV en face, mais il fallait que je justifie chaque expérience. Alors, je me suis demandé, mais si j'ai été recrutée avant quelque part, vous ne pensez quand même pas qu'ils ont vérifié tout ça avant? C'est vraiment pénible parce qu'à la fin, tu te méfies de tout le monde. Tu te méfies et tu n'es pas assez préparé. Ça peut effectivement avoir une influence sur la confiance, même en tes capacités. Tu peux même douter de toi et te dire, mais pourquoi est-ce que j'ai le sentiment que je suis un imposteur alors que je ne le suis pas? C'est vraiment un sujet important, vraiment. En tout Tout à cas, fait. je vais passer à la deuxième question. Merci. Selon toi, comment est-ce qu'on pourrait définir le harcèlement au travail? Comment toi, tu le définirais? Écoutez, le harcèlement, il peut y avoir plusieurs définitions. Je me permets de donner celle qui est la plus connue. Je vais Mhm. la lire intégralement pour ne pas manquer un seul mot. Le harcèlement est une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du salarié, qui entraîne pour celui-ci un milieu de travail toxique, un milieu de travail néfaste. Mhm. Voilà un peu la définition succincte qu'on pourrait donner. Il y en a plusieurs. Si vous googlez le mot, vous Oui, allez oui. tomber sur plusieurs définitions, soit celui du gouvernement fédéral, Mhm. soit celui de la CNESST. Ici au Québec, c'est l'organisme rattaché au gouvernement du Québec qui donne des soins aux accidentés et aux victimes de harcèlement au travail. Mhm. Donc, dépendamment de l'organisme, vous allez avoir plusieurs définitions, mais celle que je viens de vous lire est celle qui est la plus couramment connue. Si on parle d'une conduite vexatoire qui vise à vous nuire, à vous déstabiliser, à vous ébranler dans votre milieu de travail, tout cela finit par créer un milieu de travail toxique. Et parfois, le paradoxe, c'est que c'est très difficile à documenter et à prouver. C'est sournois, c'est mesquin, c'est néfaste. Je vous donne un exemple simple. Vous travaillez dans une équipe, vous êtes afrodescendante, vous faites votre bonne bouffe africaine, et puis pendant l'heure du lunch, comme on appelle souvent, vous vous retrouvez avec vos collègues et vous vous mettez à manger. Si constamment on vous fait de la remarque sur votre bouffe, sur l'odeur de votre Mhm. nourriture, et si c'est une remarque qui revient de façon récurrente, c'est une forme de harcèlement. C'est une façon de dire que votre bouffe, ça sent fort. Et ouais. Si constamment, on vous fait des remarques sur votre apparence physique, sur vos rondeurs par exemple, Mhm. sur votre, je sais pas, sur vos lèvres, Mhm. et que c'est des remarques qui reviennent de façon récurrente, c'est du harcèlement. Si on vous fait une remarque sur le parfum que vous mettez, parfois les gens estiment, si vous n'en mettez pas, on Oui. estime que vous avez une forte odeur. Si vous en mettez, certains estiment que ça sent très fort, que ça les agresse. Donc parfois, on ne sait plus quoi faire. Donc si on vous fait une remarque, même sur votre parfum, en disant que ça sent très fort, parfois, c'est aussi du harcèlement. Donc il y a autant d'exemples comme ça qui vont finir par se traduire comme du harcèlement, bien qu'au départ, si ça arrive une seule fois, Mhm. on peut considérer que c'est une remarque anodine, même si elle est blessante, mais si ça arrive une seule fois, on peut considérer que c'est une blague de mauvais goût. Mais si c'est récurrent, si c'est constant, en ce moment-là, on estime qu'on est dans du harcèlement. OK. Donc, ce que tu es en train de dire ici, c'est que on peut avoir des remarques au travail, mais c'est le caractère récurrent qui va déterminer si c'est du harcèlement, surtout quand c'est des remarques dégradantes qui visent, comme tu as dit tout à l'heure, à nuire à la personne, à l'humilier et à se sentir mal à l'aise. C'est bien ça que tu dis? Tout à fait, tout à fait. Le caractère récurrent, répété, doit être marqué, doit être présent pour qu'on parle du harcèlement. Bon, et ça peut arriver. Ouais, souvent, il y a même des gens qui font de l'autodérision, qui se critiquent eux-mêmes. Bon, et qui se disent des choses parfois dégradantes vis-à-vis d'elles-mêmes dans Oui. le but de détendre un peu l'atmosphère. Mais si quelqu'un récupère cela,
et que ça devient une remarque qu'elle vous fait tous les jours, tous les matins en rentrant du travail, vous rappelle la même blague que vous avez fait de manière autodérisante sur vous-même, en ce moment-là, on estime qu'il y a du harcèlement. Ok, je comprends. Et est-ce que tu aurais des exemples de harcèlement chez les immigrants en général? Est-ce qu'il y a des différences? Parce que je suppose que le harcèlement, on le retrouve partout. Moi, personnellement, je le vois dans toutes les communautés. C'est-à-dire qu'on soit québécois, canadien, européen ou africain, on peut vivre le harcèlement psychologique au travail. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des spécificités en fonction peut-être du contexte de la communauté, de la race? Donc, est-ce que tu peux me donner des exemples spécifiques en ce qui concerne le harcèlement vécu par les immigrants au travail? Bonne remarque déjà concernant le harcèlement, c'est une problématique qui concerne tout le monde. Mm. D'ailleurs, la Charte québécoise des droits et libertés a tenté de lister, je n'ai pas la liste ici, mais je vais vous donner ceux qui reviennent le plus souvent. Le harcèlement concerne tout le monde, même ceux que nous qualifions habituellement, ici dans le Québec où je vis, de Québécois de souche. Mm. Donc, il y a la Charte québécoise a énoncé, je pense, à son article 10, quelques motifs de harcèlement dont je vais vous citer. La race, la couleur de peau, l'origine ethnique, la religion, le handicap, le casier judiciaire qui a fait l'objet d'un pardon, des spécificités, des particularités génétiques ou biologiques, l'orientation sexuelle, le genre. Le genre, par exemple, on sait que bien qu'il y a eu un très long combat ici au Québec où je vis pour les femmes, on sait encore que les femmes sont victimes de discrimination et de harcèlement. Oui. Bon, autrement dit, pour revenir à votre question, oui, il y a donc plusieurs motifs de discrimination et spécifiquement chez des personnes afrodescendantes, on vit des formes de harcèlement qui sont très, très présentes que je veux vous énumérer. Il y a d'abord la première chose qui frappe à l'œil et qui est la plus ancienne des formes de harcèlement, c'est votre couleur de peau. Si vous avez étudié hors du Québec, on va douter de vos études. C'est une forme de harcèlement. Votre accent, si vous ne parlez pas typiquement l'accent québécois, ça va faire l'objet du harcèlement. Les gens vont vous dire qu'ils ne vous entendent pas. Ouais. Et il y a des choses beaucoup plus dégradantes encore, surtout chez les femmes, je le dis sans aucun préjugé, moi non plus. Des gens vont faire des remarques sur vos rondeurs. Ils vont faire la remarque sur vos lèvres. Ils vont trouver que vous avez des grosses lèvres. Ils vont trouver que vos cheveux sont crépus. Parfois, ils viennent les toucher, ils demandent. Bon, voilà. Ils poussent le doigt jusqu'à les toucher. Ils vont... mais dépendamment de votre capacité d'utiliser l'accent, les subtilités de l'accent québécois, les gens vont vous discriminer pour toutes ces raisons-là. Mais donc voilà globalement ce que je constate et surtout aussi pour ceux qui travaillent au bas de l'échelle, par exemple chez les nouveaux arrivants, il y a votre capacité à vous engager dans le rythme du travail. Généralement, quand on vient, la plupart du temps, on n'a jamais eu le fait du travail en chaîne, par exemple dans un entrepôt, et vous devez assez rapidement vous imprégner de cette machine et prendre une minute du travail. On travaille de façon très accélérée. Et pour ça fait l'objet des moqueries et des railleries. On va estimer que vous êtes lent. Et sur cette base-là, vous allez vivre toutes sortes de préjugés, toutes sortes de moqueries, par exemple. Ça, c'est du harcèlement. Ok, je vois. Est-ce que dans ta pratique clinique, tu reçois beaucoup d'immigrants qui ont vécu comme ça du harcèlement au travail? Oh oui, j'en reçois et je reçois beaucoup plus. Ceux qui viennent de leur propre gré, c'est plutôt rare. Étant donné que je suis fournisseur de services auprès du gouvernement du Québec, via l'organisme, la CNESST, entendez par là, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, cet organisme qui fournit des services de réadaptation physique et psychologique aux personnes ayant eu des problèmes d'accident de travail ou un problème lié avec les normes du travail, soit du congédiement, de harcèlement, etc. La plupart du temps,
je reçois des gens qui me sont référés par cet organisme et je reçois beaucoup qui sont victimes de harcèlement. Et parfois, le constat est clair, ils engagent des procédures, mais compte tenu de la lourdeur, de la longueur des procédures, ils finissent par se dire s'ils avaient su que c'était autant accaparant et prenant, ils auraient simplement quitté leur emploi pour aller chercher notre emploi parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pris dans un système, dans une machine très, très, très lourde. Juste porter plainte contre votre harceleur, contre votre employeur et qu'on vous donne un rendez-vous pour passer en audience. Dans 6 mois, 1 an, les gens trouvent ça infernal, long. Et bon, la plupart du temps, les gens reçoivent quand même une indemnité de remplacement de revenus, mais le plus souvent, c'est 80% de votre salaire. Et si vous étiez quelqu'un qui travaillait, qui faisait des heures supplémentaires pour bonifier ses revenus, vous êtes limité de tout ce revenu-là, et de telle sorte que les gens se retrouvent pris dans une machine qui est très lente, très longue, qui peut facilement durer 2 ans afin de voir le processus arriver à terme. Donc oui, pour répondre à votre question, oui, j'en vois de plus en plus. Et pour ceux qui viennent me voir de leur propre gré, parce qu'ils veulent entamer des démarches, ils viennent, mais curieusement, ironie du sort, lorsque vous leur proposez des démarches à faire afin d'être rétablis dans leurs droits, malheureusement, au bout de 2, 3, 4 rencontres, ils renoncent en disant soit qu'ils ne veulent pas que ça laisse leur tâche dans leur dossier médical, soit qu'ils ne veulent pas que ça laisse leur tâche dans leur dossier de travailleurs, surtout ceux qui travaillent avec des ordres professionnels, des infirmières, des ingénieurs par exemple. Ils ne veulent pas que finalement ça affecte leur dossier à l'ordre ou bien finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout simplement, de leur propre gré, quitter cet emploi pour aller faire valoir leurs droits ailleurs. Seuls les plus téméraires arrivent à tenir tête, aller jusqu'au bout du processus. OK. Mais j'ai une question par rapport à ça, justement. Est-ce que tu penses que tout le monde est conscient qu'il vit du harcèlement au travail? Et la deuxième question sera, à ton avis, pourquoi certaines personnes ne quittent pas simplement leur emploi? On peut commencer par la première. La première, est-ce que vous pouvez la répéter? La première question, c'est est-ce que tu penses que tout le monde est conscient qu'il est en train de vivre du harcèlement psychologique au travail? Malheureusement, tout le monde n'est pas conscient. Des gens, ils prennent ça, soit ils minimisent le fait, soit à cause d'un phénomène psychologique qu'on appelle la résilience, ils se montrent résilients parce qu'ils veulent demeurer dans leur emploi. Donc, et le plus souvent aussi, ils sont mal informés. Par exemple, je parlais du caractère répété ou des remarques. Il y a des remarques qu'on ne fait pas. Il y a des questions qu'on ne pose pas à quelqu'un. Mais si cette question vous revient, parfois des gens, ils finissent par prendre ça. J'ai vu des gens dont on se moquait de leurs origines, de leur formation, mais qui rigolaient. Moi, je leur ai dit, écoutez, vous n'avez pas à rigoler. Si on vous fait une telle remarque, ce n'est pas de la rigolade. Je suis sincèrement désolé. Donc, vous devez soit demander à la personne d'arrêter et de lui faire savoir que c'est du harcèlement, ou alors, rapidement, contacter votre hiérarchie ou votre syndicat pour demander que ces actes, ces remarques, ce commentaire puissent arrêter. Beaucoup de gens ne sont pas conscients, malheureusement. Oui. OK, donc ce que tu dis, c'est que il y a des personnes qui ne sont pas conscientes, mais il y a des personnes qui sont quand même conscientes, mais qui laissent troubler. Simplement Oui. parce que peut-être qu'elles banalisent ou qu'elles ont développé une résilience et qu'elles ont pu passer au travers. C'est ça que tu dis? Oui, oui. Dans ce cas-là, souvent, c'est la résilience. Les gens se disent, écoutez, je suis immigrant, mon processus migratoire a fait mes dossiers m'ont pris 5 ans, j'ai dû faire des études ici au Québec, je suis passé par un chemin extrêmement long, difficile et complexe. Et si ce n'est que ce que je vis là, je suis prêt à fermer les yeux et, et à ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire. Oui, c'est ce qu'on appelle communément les singes de la sagesse. Et puis, ils se construisent une carapace. Ils se mettent à endurer cela, ils se mettent à l'accepter jusqu'au jour où, malheureusement, les gens vont plus loin, jusqu'à finir par briser votre carapace. OK. Et justement, ma deuxième question était,
quelles sont les raisons pour lesquelles les gens ne partent pas? Là, tu viens de donner une des raisons, c'est-à-dire on est résilient, on pense à tout ce qu'on a dépensé, à tout ce qu'on va perdre et on accepte. Est-ce que tu vois une autre raison qui peut pousser une personne consciente d'être harcelée de rester dans son emploi? Souvent, c'est cette résilience dont je parlais. Souvent aussi, il y a peut-être le salaire. J'ai vu et je le vois chez beaucoup de gens. Ils sont des emplois très bien rémunérés Mhm. et puis ils se disent que bon voilà, le salaire que je gagne versus les humiliations, le harcèlement que je vis, ils compensent le tout et se disent bon voilà, si je quittais cet emploi, est-ce que j'aurais la certitude d'avoir le même salaire dans une structure similaire? Est-ce que j'aurais le même salaire? Donc, ils finissent par comparer, se contenter du salaire et se disent, bon, voilà, je vais endurer cela jusqu'au jour où je serai plus capable. Bon, d'autres simplement vont se fier sur le temps qu'il reste à travailler, par exemple. J'ai Mhm. déjà vu des gens qui m'ont consulté, des cas de CNUSST, dont il restait peut-être 1 an avant leur retraite. Ils se disent, bon voilà, je ne veux pas quand même quitter mon emploi à 1 an de ma retraite, ou je ne vais pas me mettre à chercher un emploi à 1 an de ma retraite. Et puis, ils vont se mettre dans travailler avec un minimum de rendement, minimum de Mhm. motivation, en se disant, je suis à moins 1 an de la retraite. Il y a, euh, bon, depuis récemment, je le vois un peu plus fréquemment. Même si on parle de pénurie de main-d'œuvre, il y a beaucoup de secteurs où on commence à constater, ici au Québec spécifiquement, Mhm. la pénurie des emplois bien payés. Si vous voulez un travail au salaire minimum, au bas de l'échelle, vous pouvez l'avoir. Mais plus vous voulez un salaire bien rémunéré, bien payé, ça commence à se faire rare. Donc, lorsque des gens ont donc la chance, comme je parlais, c'est toujours lié au salaire, d'avoir cet emploi, ils préfèrent donc endurer le harcèlement, quitte à ce que cela détériore leur santé mentale. Donc, il y a plusieurs autres facteurs. Donc, la proximité du travail. Quelqu'un, par exemple, qui travaille à 2 pas de sa maison, Mhm. peut dire que ça vous prend en auto 5 minutes pour arriver à votre emploi, versus aller travailler à 1 heure et demie de chez soi. Donc, voyez-vous, la personne parfois se dit, écoutez, c'est à 2 pas de ma maison, bon, qu'est-ce que Mhm. je ne dois pas me taper le trafic, 1 heure de trafic tous les jours, dans les embouteillages, le prix de l'essence, et je préfère encore euh, comment dire ça, endurer cet emploi, quitte à ce que je vive ce que je suis en train de vivre. Donc, il y a plein d'autres facteurs, mais bon, voilà les plus généralement Oui, que oui. je constate dans ma pratique. OK. Je vais peut-être parler aussi d'un autre facteur qui est le besoin de justice. C'est-à-dire, moi, j'ai vécu tellement de fois le harcèlement. Et je me souviens qu'une fois, je disais au médecin du travail, je disais, ce n'est pas juste parce que elle me conseillait de démissionner. Je lui ai dit, mais pourquoi c'est moi qui dois partir alors que c'est moi qui suis harcelée? Parce que parfois, tu as ce besoin de justice. Tu te dis, mais c'est pas de ma faute. Je me fais harceler et puis c'est moi qui dois quitter mon travail. Pourtant, j'aime mon travail alors que c'est cette personne-là qui me pourrit la vie. Tu vois un peu, parfois, tu as ce besoin de justice jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu ne peux pas te battre contre une machine. Que ce n'est pas seulement cette personne-là, mais c'est tout le système, en fait, qui fait que ce genre d'acte-là est possible. Et à la fin, tu peux t'épuiser si tu n'as pas compris ça assez tôt. Oui, oui, c'est très pertinent, surtout des cas de harcèlement ou bien des processus judiciaires qui s'étalent Mm, dans le temps. ouais. J'ai vu des processus qui durent 4 ans. 4 ans. Il y a ce besoin de justice. La personne, je ne peux pas être victime et pendant que la personne rentre dormir tranquillement, c'est moi qui suis en arrêt de travail. C'est moi qui prends des antidépresseurs, des anxiolytiques. J'ai pris 15 kilos depuis que je ne travaille pas de plus. Et pendant ce temps, la personne est peinard, tranquille chez elle. Donc, voyez-vous, il y a ce besoin de justice-là qui font que certaines personnes, malheureusement, ils ne sont pas nombreux, Mhm, vont s'approcher et tenter d'aller jusqu'au bout du processus ouais, pour avoir une sorte de justice. tout à fait. Et comme je dis, ça va vraiment avoir un impact non négligeable sur la santé mentale. Ça me ramène maintenant à notre prochaine question. Quelles sont selon toi les conséquences justement du harcèlement psychologique sur la santé mentale des personnes qui le vivent? Oui. Écoutez, on pourrait s'appesantir
très longtemps là-dessus, vu que c'était même d'ailleurs l'objectif pour lequel j'ai décidé de mettre l'organisme pied. Avant les procédures judiciaires orientées des gens, je voulais d'abord et avant tout améliorer la santé mentale des personnes victimes de harcèlement et de discrimination qui est très, très, très affectée. Les conséquences d'abord, chez un professionnel, c'est que vous finissez par douter de vous-même. Vous doutez. À force de se faire dire que vous n'êtes pas bon, à un moment donné, vous finissez par croire que vous n'êtes pas bon. Oui. Et vos compétences en tant que professionnel, votre capacité à résoudre des problèmes des gens au quotidien est très affectée parce que vous évoluez dans un environnement où on a passé du temps à vous laisser croire que vous n'êtes pas compétent. L'estime de soi, la confiance en soi. Donc, il y a plein d'autres problèmes encore qu'on pourrait énumérer. Il y a des perturbations du sommeil, des symptômes anxio-dépressifs, des ruminations anxieuses. Vous vous levez le matin, j'ai déjà vu des gens qui étaient harcelés au travail, quand ils arrivaient devant leur entreprise ou bien devant là où ils travaillent, ils pouvaient passer d'abord 5-10 minutes dans le taux à hésiter, à faire ouvrir la portière et à rentrer, en se disant qu'est-ce que je vais encore vivre aujourd'hui. Il y a des troubles alimentaires. On a vu des gens qui se mettaient à manger de façon compulsive ou alors des gens qui ne mangeaient plus, que ce soit l'hyperphagie boulimique ou de prendre l'anorexie. Créé par le fait que votre mental a été affecté. Il y a des problèmes érectiles, perte de libido, oui, chez les hommes. Chez les femmes aussi, on va avoir une diminution de sa libido. Il y a des problèmes, je parlais tantôt de prise de poids ou bien de perte de poids, même de l'hygiène corporelle. On a vu des gens qui se négligeaient. Oui, ça c'est vrai, j'ai constaté ça aussi dans ma pratique. Ouais. Il y a des gens qui se réfugient dans la consommation, l'alcool ou de la drogue. Oui. Donc, il y a autant de conséquences qu'on peut en citer. Et voilà globalement ce que je constate dans ma pratique. Et est-ce que tu penses qu'il y a des signes qui pourraient permettre de détecter ou d'identifier qu'une personne est en train de vivre du harcèlement au travail? Écoutez, c'est complexe comme question. Si on peut être soit, si c'est quelqu'un qui est en couple, il y a des choses qu'on peut remarquer dans un couple. Oui. Si on voit que la personne, par exemple, a un sommeil, si vous habitez avec quelqu'un et que vous vous rendez compte que la personne ne dort pas bien la nuit, fait des cauchemars, ou se lève le matin, procrastine, traîne le pas, ne veut pas aller travailler, ou alors parle toujours de façon très négative et péjorative de son travail ou d'un collègue de travail, ou essaye une sorte de démotivation. Si on est dans un couple et qu'on remarque des petites choses de cette nature, on peut estimer, on peut commencer à soupçonner qu'il y a peut-être des questions de harcèlement au travail. Bon, si on est peut-être collègue de travail de quelqu'un et qu'on soit dans un travail d'équipe ou un travail individuel, pour ceux qui travaillent individuellement, oui, il y a des choses aussi. Si on connaît minimalement la personne, qu'on peut commencer à voir. Si on voit que la personne fait trop d'erreurs souvent, la personne travaille avec autant de stress, la peur de se tromper. Par exemple, lire et relire un texte 10-15 fois avant de l'envoyer, avoir du retard. Oui. Et si vous êtes son supérieur ou bien si vous êtes son collègue, vous pouvez immédiatement réaliser que la personne vit une pression qui fait qu'elle doit sûrement il y a une cause qui doit occasionner cette pression qu'elle vit. Donc, dépendamment qu'on soit proche de la personne ou non, qu'on soit en couple, qu'on soit collègue de travail ou qu'on soit simplement ami, on peut avoir des signes de cette nature que je tente de décrire qui vont vous faire comprendre qu'il y a des questions de harcèlement au travail. Et qu'est-ce que toi tu conseillerais, par exemple, si tu es une collègue ou un conjoint, une conjointe de quelqu'un qui commence à présenter ces signes de changement de comportement et que tu soupçonnes que c'est lié au travail, si la personne n'en a pas parlé? C'est tout le défi et même de l'organisme que je tentais de mettre sur pied,
Et la question de prendre une pause et d'aller chercher de l'aide. C'est simple à dire, mais ça semble ne pas être facile, surtout pour nos communautés afrodescendantes où des gens estiment qu'ils sont résilients, qu'ils sont faits forts, qu'ils en ont vu pire et que ce n'est pas une question de harcèlement ou bien des petits conflits au travail qui vont leur faire perdre la face. Moi, je dis toujours, dépendamment qu'on soit professionnel de la santé ou bien qu'on soit simplement collègue ou qu'on soit conjoint ou conjointe, il est important de prendre une petite pause et d'aller demander de l'aide. Et dépendamment du genre d'emploi, de ce qu'on fait, vous pouvez simplement demander à la personne de parler en supérieur. Si c'est un travail syndiqué, demandez à parler à votre représentant syndical. Si c'est un travail non syndiqué, demandez à parler au responsable des ressources humaines ou à votre supérieur. Et parlez-en à votre médecin de famille à l'occasion de votre bilan de santé annuel, à l'occasion de votre visite médicale. Prenez du temps de lui parler. Si vous n'avez pas, par exemple, le courage d'aller voir un intervenant de la relation d'aide, comme un psychologue, un psychoéducateur, ou, parce que tout ce qui est psy renvoie toujours à des préjugés dans nos communautés afrodescendantes. Moi, je dis toujours, il faut utiliser les services les moins stigmatisants, comme celui du médecin de famille. Ici au Québec, par exemple, les médecins sont formés pour faire de la psychothérapie, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Donc, déjà, si vous avez un bon médecin, vous pouvez lui en parler. Vous dites, bon, voilà, au-delà de mes problèmes de santé physique, je vis des difficultés au travail. Le médecin, au-delà, s'il est assez ouvert avec vous, il peut vous demander de prendre une pause. Il peut vous demander de prendre un petit arrêt de travail de 1 à 2 semaines, un arrêt médical, un arrêt santé, un arrêt médical. Il peut faire un arrêt de travail, prendre un arrêt. Donc, il y a autant de choses. Vous pouvez prendre un congé avec ou sans solde si vous estimez que vous en avez ras le bol. Allez aux ressources humaines, prenez une semaine de congé, voyagez, rencontrez des gens, ça va vous faire du bien et faire des tests que vous revenez travailler avec le moral beaucoup plus haut que de persister et endurer jusqu'au jour où vous finissez par péter l'élastique. OK. Maintenant, dis-moi, parfois, plusieurs personnes vont vivre du harcèlement au sein de la même compagnie. Et on se rend compte que ce n'est pas que nous, il y a d'autres personnes aussi. Quels sont donc les facteurs qui contribuent, qui encouragent même ou qui vont maintenir le fait qu'il y ait du harcèlement psychologique dans un lieu de travail? Je l'ai entendu souvent dire, qu'il y a des entreprises et des organismes où il y a une culture du harcèlement. Je l'ai souvent entendu dire. Dû au fait que lorsque des premières personnes ou bien des gens qui ont dirigé ces entreprises, ces organismes ou bien ces entreprises, lorsque la question de harcèlement a commencé à se poser depuis plusieurs années en arrière, des gens se sont tués, on n'a rien fait. D'année en année, la question se chronicisait, elle est devenue banale au point où les gens ont cru que c'est la norme. Je vous donne un exemple simple. Lorsque, au XVe siècle, les Européens ont décidé qu'ils pouvaient aller échanger des Noirs, des humains, avec des sacs de sel, des tissus, des bouteilles de vin, pour aller faire travailler, pour eux, c'était la norme. Ils ne voyaient pas en cela quelque chose d'inhumain. L'être humain n'était pas sacré. Donc, pour eux, c'était la norme, c'est normal. Il y a encore, et je vous le dis malheureusement, il y a encore des entreprises où il existe une culture de harcèlement qui s'est installée de façon chronique depuis plusieurs années. Et parfois, lorsque il y a un courageux qui lève le petit drapeau rouge et dit, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est là où, du jour au lendemain,
des gens réalisent que non, ce n'était pas normal de traiter des humains de la sorte. Donc, je ne Mhm. sais pas si je réponds à la question, mais je Oui, oui, oui. pense que oui, plusieurs personnes peuvent le vivre, mais c'est un phénomène qui peut exister de façon chronique et pérenne dans certaines entreprises qui ont laissé perdurer cette culture d'harcèlement jusqu'au jour où, malheureusement, il frappe un mur parce que quelqu'un a osé dire haut et fort que ce n'est pas normal de traiter des travailleurs de la sorte. Tout à fait, parce que ce que moi j'ai souvent constaté quand des personnes viennent consulter chez moi, Mhm. elles vont m'expliquer qu'elles ne sont pas les seules. Elles vont me dire, il y a tel collègue, il y a aussi dans tel service où ça se passe de la même façon. Donc, on se rend compte qu'il y a un dysfonctionnement au sein du système et qu'il n'y a pas vraiment de solution. Donc, tu n'as pas d'autre choix que de partir parce que c'est comme, on dit quoi, une hydre à plusieurs têtes. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Tu coupes une tête, il y a une autre qui repousse. Donc, comme tu dis, il y a des environnements de travail qui sont vraiment pas sains. Et quel que soit ce que tu peux faire, tu ne vas pas être bien. Tu n'as pas d'autre choix que de partir. Ça, c'est ce que je vois souvent. Même si c'est difficile pour les gens de comprendre ça et de partir, parfois, tu dois partir en fait. Tu n'as Oui, pas d'autre choix. oui, pour préserver sa santé mentale, parfois le mieux c'est de partir. Mais il y a des Mm. téméraires et parfois qui ont réussi à déboulonner le géant et qui ont réussi à déstabiliser toute une des structures où Mm. cette culture était très, très ancrée. Oui, bon, Tout à fait. c'est ce que les gens vont faire la plupart du temps lorsque vous vous rendez compte que c'est très grand, c'est très gros et que c'est difficile d'éradiquer ça. Qu'est-ce que les gens vont simplement faire? Ils vont partir. Ouais. Exactement. Et justement, qui sont les harceleurs? Parce que quand on parle souvent de harcèlement, on peut penser que c'est le management ou le top management, mais de mon expérience, ça peut parfois venir de la personne que tu soupçonnerais le moins. Oui, oui. Écoutez, nous-mêmes, on peut être harceleur. Vous qui parlez, vous pouvez être harceleur. Tout le monde peut être harceleur, à condition que on ne réalise pas que ce que nous posons comme acte, comme parole, comme geste, et si nous le faisons de façon récurrente, contribue Mhm. à saper le moral de l'autre. Le harceleur peut être à votre côté de vous. Ça peut être votre collègue du travail, de même couleur même. Et c'est parfois, Oui. ce que j'ai souvent entendu, je rencontre une dame actuellement qui est extrêmement troublée et déstabilisée dans ce qu'elle a vécu, parce que la personne qui lui a causé du tort, le plus du tort, ce n'est pas un Québécois de souche, mais c'est quelqu'un de sa couleur. Voyez-vous. Donc, le harceleur, ça peut être n'importe qui, ça peut être à la hiérarchie, au sommet de la hiérarchie, ça peut être votre collègue qui travaille sur le même palier que vous, ça peut être même quelqu'un qui travaille en dessous de vous, quelqu'un sur qui vous avez la responsabilité pour vous harceler. Exactement. Oui, pour vous Exactement. harceler. Tu peux être chef, parce qu'on pense souvent que ça vient d'en haut. Mais non, tu peux être un responsable, un directeur, un manager et un de tes subordonnés, un de tes employés va te harceler. Mais ça, souvent, on n'en parle pas. Il y a des responsables qui sont très harcelés par leurs employés, justement, qui vont se plaindre, tu leur demandes de faire quelque chose, ça devient du harcèlement. Tu peux plus rien leur dire, en fait, parce qu'ils vont utiliser justement le harcèlement pour dire non et pour justifier le fait qu'ils ne veulent pas faire ce que tu leur demandes. Tout à Et à fait. la fin, tu ne sais même plus quoi faire, en fait, parce que tu ne veux pas être accusé de harcèlement. Tout à fait. Mhm. Mhm. Ok, je vois. Mhm. Alors, j'ai une autre question pour toi. Si on parlait un peu du harcèlement racial cette fois-ci, parce qu'on a parlé de plusieurs types de harcèlement, comme tu as dit, on peut te harceler pour, ça peut être si tu as pris du poids, par exemple, ou pour ton accent, plein de choses. Maintenant, si on parle du racisme, c'est-à-dire, tu arrives quelque part, non seulement il y aura de la discrimination raciale, mais en plus, on va te harceler à cause de ta couleur de peau. Est-ce que c'est des choses que tu as déjà rencontrées dans les lieux où tu as travaillé ou même parmi les patients que tu as? Oui. Et ça me permettra de faire quelques définitions de propos, parce qu'on a beaucoup parlé du harcèlement, mais il y a aussi la discrimination. Les deux phénomènes, c'est le même sujet, c'est les deux faces d'une même pièce. Harcèlement et Oui. discrimination. Et la discrimination, c'est le mot englobant parmi lesquels le racisme est une forme de discrimination. On peut vous discriminer pour être discriminé pour
votre religion, Mm. pour votre Vos opinions? pour vos opinions, pour vos gens. Mais le racisme est une forme de discrimination et peut-être la plus répandue, surtout dans un contexte de mondialisation où il y a une telle mixité des peuples et que le monde devient comme un village planétaire. Mhm. Pour revenir à votre question, le harcèlement lié sur la race, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire. Oui, le harcèlement racial, c'est-à-dire fondé sur la race. C'est Oui, parce que justement tu es différent que je te harcèle. oui, oui. Et il est de plus en plus présent. Et quand on parle de race ici, souvent quand on parle de racisme, la plupart du temps, on va voir cette dualité blanc-noir. Mhm. Le racisme ne concerne pas que les blancs et les noirs. Tout à fait. Il y a le racisme blanc-jaune, africain-asiatique. Il y a le racisme arabo-musulman, africain, afro-descendant. Je sais pas, oui. Il y a plusieurs formes de racisme. Généralement même, j'entends souvent dire racisme à l'envers. Quand c'est quelqu'un de race blanche qui se trouve discriminé parce qu'elle est blanche, Mhm. le mot racisme à l'envers, c'est un euphémisme, ça n'existe pas. Racisme, c'est racisme. Lorsque vous êtes traité différemment parce que votre couleur de peau est différente, on parle de racisme. Donc oui, c'est quelque chose qui a pris des proportions inquiétantes depuis les, je dirais, les 10 dernières années, à la faveur du flux migratoire. Par exemple, il y a de cela une vingtaine d'années, quand j'arrive au Québec, il y avait encore des quartiers, dits quartiers blancs. Mais allez dans ce quartier, 20 ans plus tard, vous allez voir qu'il y a des afro-descendants, des noirs qui sont installés. Ceci ne se s'est pas fait de façon harmonieuse. Les gens se sont sentis déstabilisés dans leur milieu de vie lorsque du jour au lendemain, vous voyez que votre voisin qui s'installe, qui a acheté la maison, qui était en vente, est un noir. Mm. Voyez-vous? Donc, Ouais, ouais. et c'est quelque chose qui s'est accru de façon exponentielle. Et ça s'est Mhm. traduit dans les rapports au travail, dans les rapports de voisinage, dans les rapports même aujourd'hui à Montréal, on parle de profilage racial. Ça veut dire que parce que vous êtes noir, vous êtes interpellé par la police, non pas parce que vous avez commis un crime, mais parce que dès le départ, on estime que les personnes de race noire, c'est associé à la criminalité. Voilà des préjugés, par exemple, qui amènent de la discrimination, des actes qui vont déstabiliser de façon sérieuse une société Mhm. en profonde mutation comme celle où nous vivons. Ok, je vois. Et justement, je voulais parler de quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure, le fait que tu peux être discriminé et même harcelé par quelqu'un de ta communauté. Parce que souvent, on va se dire que c'est une autre communauté qui va nous discriminer au travail, mais ce n'est pas vrai du tout. De mon expérience, même parfois, la personne qui est de ta communauté va être même plus virulente que la personne qui est d'une autre communauté. Donc ça, c'est aussi un mythe de penser que parce que dans ton lieu de travail, tu trouves des gens qui te ressemblent, ils ne vont pas te harceler. Ça, ce n'est pas vrai. Malheureusement, c'est des choses qu'on a toujours crues, mais qui ne sont pas pourtant vraies. Et voyez-vous, oui. Écoutez, et les gens sont choqués, dessus, déstabilisés de voir que c'est quelqu'un à qui ils s'identifiaient qui les pousse jusqu'à ce point-là et les place dans cette situation très inconfortable. C'est un constat Exactement, réel. exactement. Oui, c'est un constat Exactement. réel. Les gens pensent toujours que le harcèlement, la discrimination, ça vient de l'autre parce qu'il ne nous applique pas. Oui, oui. Mais même dans nos propres communautés, oui, on peut être victime par quelqu'un à qui on s'identifie, par quelqu'un qui nous ressemble et par quelqu'un à qui on croyait aller chercher du soutien auprès d'elle. Qu'est-ce qui explique cela? Ça ferait peut-être l'objet d'une discussion ou bien d'un autre débat ou d'une recherche de comprendre pourquoi dans un groupe où on aurait cru qu'il y a une certaine homogénéité,
en raison des mêmes origines, pourquoi ça, difficilement, ça ne fonctionne pas? Bon, je pourrais dire que peut-être même déjà dans nos propres pays respectifs, il y a déjà aussi le harcèlement au travail. Pourtant, nous sommes tous pareils. Donc, au final, le harcèlement n'est pas tant lié au racisme ou à la discrimination seulement. Je dirais que le harcèlement est aussi un peu lié au comportement de la personne, à ses croyances. Parce que si dans ton pays, tu es habitué à harceler les gens, même si tu immigres, tu vas peut-être continuer avec ce même type de comportement. Peut-être que ça touche aux différentes dimensions qui vont expliquer pourquoi les gens harcèlent les autres. Mais comme tu dis, ça pourrait être un bon sujet de recherche de savoir pourquoi est-ce que même dans nos communautés, ça se passe comme ça à l'étranger. Tout à fait, tout à fait. OK, maintenant, je voulais, pour terminer, qu'on parle un peu des conséquences du harcèlement psychologique, mais pas sur la santé mentale, sur peut-être ta vie en général. Moi, j'ai vu des personnes qui non seulement dû quitter leur emploi, qui ont vécu des divorces, qui ont carrément changé d'orientation de carrière. Donc, est-ce que toi, tu vois d'autres types de conséquences en dehors des conséquences sur la santé mentale? Écoutez, oui, c'est vrai que les conséquences les plus visibles, c'est la santé mentale, mais il peut y avoir d'autres aspects aussi euh, qui sont peut-être pas liés à la santé mentale. Tantôt, tu donnais un très bel exemple. Bon, des gens vont décider, par exemple, j'ai même déjà vu des gens Mhm, quitter littéralement une province. Ça, je le dis sans aucun préjugé. Des gens estiment que le milieu québécois est très difficile. Beaucoup de mhm, gens, il y a un problème de rétention de main-d'œuvre ici au Québec qui se pose. Les gens estiment qu'ils ne se sentent pas compris, qu'ils sont harcelés, qu'ils sont discriminés et vont dans les provinces anglophones où, dit-on, la situation est beaucoup plus souple et plus confortable. Donc, mhm. ça fait partie des conséquences. Les gens vont quitter. J'ai déjà vu des gens littéralement retourner aux études parce qu'ils estimaient que, bon, voilà, avec ce qu'ils ont vécu, ils ne pensent pas ils seraient en mesure de continuer de travailler dans le secteur où ils travaillent. Les gens vont faire un changement de carrière, quitter la province, je parlais tantôt. Euh, Ça peut aussi avoir des conséquences. Moi, j'ai déjà vu des couples qui ont volé en éclats. Des couples qui ont volé en éclats. Tout à Parce fait, que tout à la fait. situation vécue au travail s'est transposée dans la famille et finalement, le couple a volé en éclats. Mhm. Donc, qu'est-ce que je pourrais énumérer encore? Et peut-être, bon, euh, bref, c'est ce que on constate que oui, que les conséquences peuvent affecter plusieurs sphères de notre vie, non pas seulement la santé mentale. Il y a quelques exemples que nous venons d'énumérer. Tout à fait, tout à fait. Et je sais que tu as déjà donné quelques conseils, mais est-ce que tu aurais des recommandations pour les personnes qui nous écoutent? Si par exemple quelqu'un se sent harcelé au travail, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Parce que je sais que souvent, il y a des gens qui sont même pas au courant de leurs droits, qui ne savent même pas qu'ils peuvent porter plainte. Donc parfois, je dois leur dire, allez voir les ressources humaines, informez-vous sur les politiques, demandez-leur ce que vous devez faire, quelles sont les étapes. Quel autre conseil est-ce que toi, tu pourrais donner à ces personnes? Le conseil que je donne toujours, la première chose est de ne pas se taire. Mhm, Beaucoup de gens estiment qu'en se taisant, en se faisant une carapace, ils sont protégés contre le harcèlement. Il ne faut pas se taire, il faut apprendre à parler. On peut commencer d'abord par parler à un collègue, puis d'aller voir les ressources humaines pour un emploi non syndiqué. Ou si c'est un emploi syndiqué, on peut parler à son représentant syndical. Je parlais tantôt d'aller voir son médecin de famille, euh, de, de voir comment est-ce que, à l'occasion d'une visite médicale chez ton médecin de famille, tu peux profiter pour lui faire part des difficultés vécues au travail. On peut parler, si on est en couple, parfois les gens le cachent à leur conjoint, à leur conjointe. On peut commencer par parler à celui qui partage notre quotidien. On peut le parler à un ami, oui. Et l'idéal, c'est de parler, de commencer à en parler et de préférence à un professionnel de la santé. C'est ce que, mhm. c'est ce que moi je souhaite. Donc, il faut commencer par là. De deux, pour ceux qui sont plus courageux, vous pouvez ouvrir un dossier à la CNESST pour ceux qui sont au Québec, je ne sais pas l'équivalent en Ontario.
Vous pouvez faire même une plainte au tribunal administratif du travail, aux droits de la personne, si c'est basé sur des motifs définis par l'article 10. Si vous estimez que le harcèlement, c'est lié à votre couleur de peau, vous pouvez faire une plainte aux droits de la personne. Il y a la Commission canadienne des droits de la personne. Il y en a plein d'organismes où on peut s'adresser, mais il faut commencer par parler. Et je parle plutôt avec toi cette semaine d'une activité que je compte euh, mener au courant de l'été 2025. C'est-à-dire, comme les gens ne veulent pas en parler, comme les gens ne veulent pas faire des démarches, j'ai compris qu'il faut aller chercher ces gens-là et leur donner des informations sur des démarches à tenir lorsqu'ils sont victimes de harcèlement et ou de discrimination. D'ici l'été 2025, nous comptons réunir une dizaine, une quinzaine de personnes, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, pour les informer des démarches à tenir. Au cours de ces rencontres, il y aura un professionnel de la santé, un professionnel du droit, quelqu'un qui vient des normes du travail et un avocat, par exemple, pour expliquer aux gens différentes démarches à tenir. Parce que, comme vous l'avez si bien dit en préambule quand on commençait, beaucoup de gens ne sont même pas au courant. Les gens le vivent. On vous fait des remarques désobligeantes, mais vous continuez de les accepter parce que vous croyez que c'est normal. Donc, c'est ce que nous comptons faire au courant de l'été 2025. Et je mise beaucoup sur ce service-là parce que j'ai réalisé à quel point, même ceux qui viennent vous voir pour ce problème, au bout de 2-3 rencontres, ils décident d'abandonner, de tourner la page parce qu'ils ne veulent pas aller loin avec leur démarche. Donc, j'ai compris donc qu'il était important que majoritairement, le plus grand nombre de personnes finissent par comprendre c'est quoi le harcèlement, c'est quoi la discrimination, qu'est-ce qu'on peut faire. Lorsqu'on aura 10, 15, 20, 30, 40, 100 personnes informées, par d'interaction en interaction, des gens vont être sensibilisés sur leurs droits et ça va permettre au moins, même s'ils ne vont pas chercher de l'aide, ils sauront quoi faire lorsqu'ils vont être confrontés au phénomène. Tout à fait. Donc, il s'agit ici d'outiller les gens, informer, éduquer sur le harcèlement au travail et informer également sur les ressources qui existent pour que les gens prennent conscience que oui, même si j'ai peur, bon, voici peut-être une ressource qui pourrait m'aider en toute confidentialité. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est un peu ça. Ça nous donnera l'occasion peut-être de mieux parler. Je veux rassembler mon équipe. On présentera l'eau des services. On irait chercher, pourquoi pas, des contacts, des subventions qui nous permettraient davantage de mener ces activités afin d'informer les gens sur ce phénomène. Parce que lorsque vous attendez que les gens fassent eux-mêmes la démarche, parfois ils ne le font pas. Même quand ils ont l'information, ils ne le font pas. Mais au moins, s'ils sont outillés pour éviter le problème ou alors pour ne pas tomber dans une sorte de dépression lorsqu'ils sont victimes, au moins on aurait fait œuvre utile. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, merci beaucoup Sylvestre pour cette belle entrevue. J'espère que pour ceux qui nous écoutent, cela va leur apporter quelques éclairages et quelques pistes justement de solutions. Et j'espère te revoir encore une autre fois pour un autre sujet. Donc, merci à toi. Merci, merci. C'est moi qui te remercie. Au plaisir de te reparler très bientôt.